À tout le monde, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Toute l'équipe des vols se joint à moi ce matin pour vous remercier de votre présence pour le webinaire Préparer le retour à la normale en 20 minutes qui va être présenté en collaboration avec l'Ordre des CPA, qui est notre précieux partenaire. Donc, nous avons la chance ce matin d'accueillir M. Richard Morisseau, qui est FCPA-FCMA, qui va être notre conférencier ce matin. Puis, avant de lui laisser la parole, laissez-moi le soin de vous le présenter. Donc, cofondateur de Blue Mind, une société qui accompagne les dirigeants dans la gestion stratégique de leur organisation, Richard a gradué de l'Université McGill en commerce et a suivi des formations à l'Université AXA en France, chez V-Stage en Californie et à l'Institut européen de gestion des achats, l'EIPM, en Suisse. Il est l'un des rares experts reconnus en stratégie Océan Bleu sur l'innovation par l'Université UCSI à Kuala Lumpur en Malaisie et il possède plus de 30 ans d'expérience au niveau national et international. Il a occupé des postes de direction autant dans les grandes entreprises que dans les PME et les OSBL. Parmi ces organisations, il y a Petro-Canada, AXA et BMO. Il est également formateur et conférencier dans différents pays. Donc, avant de débuter, j'ai quelques petites informations techniques à vous partager. Donc, pour votre information, tous les micros seront placés en mode discrétion, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons y répondre à la fin de la conférence, ce qui devrait durer environ une quarantaine de minutes. Je dois aussi vous informer que la présente conférence est enregistrée pour un objectif de rediffusion. Donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'être enregistré, je vous invite à placer votre écran, à fermer votre écran tout simplement. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre invité et je vous souhaite une très belle rencontre. On se reparle plus tard. Merci beaucoup, Marie, de cette présentation. Merci beaucoup à Patricia pour l'introduction. Donc, merci à Yvol et à l'Ordre des CPA de me permettre d'être avec vous ce matin. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation du retour à la normale. Vous avez sûrement remarqué que la normale, c'est L apostrophe, A-N-O-R-M-A-L et non pas la normale. Pourquoi? Ben parce qu'on vit dans un monde qui est passablement bouleversé suite à la COVID-19. Mais je vais rajouter à ma présentation cette fois-ci, parce que c'est la première fois que je la donne depuis le déclenchement de la guerre. Donc, la normale s'applique encore plus parce que là, il y a tellement de choses qui vont être perturbées dans notre monde dans les prochaines semaines et dans le monde des affaires que c'est vraiment le cas là. On est de retour à la normale. Alors, le but, ça va être de revoir vos stratégies et de vos priorités. Et je vais discuter de ça avec vous aujourd'hui, parce que là, il y a énormément de choses qui viennent affecter vos organisations. Là, la COVID semble être partiellement derrière nous, quoique j'ai vu les nouvelles ce matin et j'ai vu ce qui se passe en Europe actuellement et qu'il y a une recrudescence importante des cas de COVID en Europe. Des chiffres quand même super importants là, qui sont arrivés ce matin. Et j'ai regardé ce qui s'est passé en Chine aussi dans les dernières heures. C'est plus d'1 million de personnes qui ont été atteintes de la COVID dans les dernières heures en Chine. Là, on va souhaiter que ça s'en vienne pas ici. On parle du virus BA plus quelque chose, là, peut-être je manque une expression, là, mais BA quelque chose. Donc, une nouvelle un nouveau variant là, du virus. Fait que bref, on va souhaiter qu'il n'y ait pas de 6e vague. Alors, le but de votre organisation, puisque vous êtes des gens qui gèrent vos entreprises, vos organisations et tout ça, ben c'est de constater dans quel état est votre bateau actuellement. Vous allez voir que j'utilise beaucoup l'analogie du bateau et du capitaine de navire dans ma présentation. Donc, la COVID est venue frapper sérieusement beaucoup d'organisations. Et pour plusieurs d'entre elles, vous vous retrouvez dans l'état de la première photo.
OK? Où votre bateau, là, il se retrouve sur le toit d'un édifice. D'ailleurs, c'est une photo réelle qui a été prise suite au tsunami au Japon, là, il y a quelques années. OK? Donc, est-ce que vous vous retrouvez au beau milieu de débris sur le toit d'un édifice, puis là, vous vous demandez comment vous allez récupérer votre bateau? Il est endommagé, puis il y a des trous dans la cale, et là, il faut le sortir de là, puis il faut le réparer. OK? Donc, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que votre entreprise a été frappée solidement par la COVID? Est-ce qu'elle a été arrêtée? Tout ça. Bref, c'est la situation numéro 1. La situation numéro 2, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais la COVID a été extrêmement bonne pour de nombreuses entreprises. Okay? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser pendant la COVID. Parlez-en aux quincailliers, aux quincailleries, parlez-en aux entreprises de plein air. Louis Garneau s'est sorti de la loi de la protection de la faillite grâce à la COVID. Toutes les entreprises de plein air, d'équipement et tout ça, là, ça a été excellent. Les épiceries, ça a été très, très bon pour eux autres et tout ça. Donc, il y a des entreprises là, qui sont sur un beau voilier, les voiles sont levées. Et puis, regardez, ils sont sur la mer, ils sont sur l'océan, là, puis tout va bien, là. Eux autres sont en mode gestion de la croissance. Ils ont d'autres défis que ceux qui ont le bateau sur le toit de l'édifice, mais c'est quand même des défis importants. Et vous avez la troisième catégorie, là, on appelle ça le survivant désigné. Donc, est-ce que vous êtes encore en vie, puis c'est un coup de chance, ou vous êtes encore en vie parce que vous avez pris la décision d'arrêter, puis là, vous reprenez tranquillement et tout ça. L'important, là, c'est de savoir où vous vous situez actuellement. Pourquoi? Parce que le retour à la normale va être influencé, puis la stratégie que vous allez décider va être influencée en fonction d'où vous vous situez actuellement. Et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs défis que vous allez devoir relever. On vit dans une époque actuellement là, où gérer une organisation, gérer une entreprise, gérer un organisme sans but lucratif va faire appel à des habiletés que peut-être que vous n'avez jamais utilisées avant ou que vous n'avez jamais mis de l'avant. On fait face à des défis d'une ampleur incroyable. Là. Rajoutez à ça la guerre qui vient s'en mêler. Bref, on a un mélange, permettez-moi l'expression, on a un beau mélange explosif pour la gestion des entreprises actuellement. Un des premiers défis, ça va être de regrouper vos collaborateurs et il va vous en manquer. Probablement qu'il va vous en manquer parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre importante au Québec. Ça, c'est dû à des problèmes démographiques, mais rajoutez à ça le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de prendre leur retraite plus tôt suite à la COVID. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont décidé de réorienter leur carrière et de changer carrément d'industrie ou de profession. Il y en a à la tonne. Il y a beaucoup de gens du monde de la santé qui ont décidé de quitter. Il y a beaucoup de gens dans la restauration qui ont décidé de quitter ce milieu-là. Donc, je ne sais pas où se situe votre organisation, mais de regrouper vos collaborateurs, de les reprendre et de leur donner confiance, ça va être un gros défi. Évaluez votre situation, je viens de vous en parler, dans lequel des 3 scénarios se retrouve votre organisation actuellement. OK? Donc, c'est sûr et certain que si vous avez le vent dans les voiles et que la COVID a été très bon pour vous, ben, ça devrait être facile pour recruter des gens, puis ça devrait être facile pour convaincre les gens d'embarquer à bord de votre navire. Par contre, si vous êtes dans l'une des 2 autres situations, ça risque d'être un petit peu plus complexe. OK? Donc, vous allez devoir être une excellente capitaine de navire ou un très bon capitaine de navire pour convaincre les gens de vous suivre et tout ça. Le troisième défi que vous allez devoir relever, c'est de composer avec des nouvelles règles et des nouveaux éléments intangibles. Ben, il y a plein de choses qui se produisent actuellement et qui sont hors de votre contrôle et qui viennent perturber votre business, votre organisation. Toutes les bris, les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement actuellement, là, c'est l'enfer ce que ça génère comme problématique aux organisations. Les nouvelles règles de santé publique,
la guerre qui vient provoquer des changements dans votre chaîne d'approvisionnement. Bref, il y a plein d'affaires là, qui sont intangibles et qui viennent affecter votre organisation. Alors, je le répète, c'est un gros défi. On n'avait pas ça avant pour gérer une organisation. Là, maintenant, on fait face à ça. Le quatrième défi, c'est d'être à l'affût du marché et de ce qui se passe. Plus que jamais, vous devez savoir ce qui se passe avec votre industrie, avec votre organisation, avec vos clients. Est-ce que le marché a changé? Est-ce que le produit ou le service que j'offrais avant la COVID, est-ce qu'il est encore valide aujourd'hui? Est-ce que mes clients consomment de la même façon? Est-ce que mes clients ont les mêmes besoins? Ça, là, on appelle ça faire de la vigie de marché. Ça devient une activité essentielle actuellement là, pour le retour à la normale. Il faut absolument que vous connaissiez votre marché sur le bout de vos doigts. Est-ce qu'il a changé? Le cinquième défi que vous allez devoir relever, c'est de revoir votre stratégie d'affaires et votre plan stratégique. Donc, pour certains d'entre vous, vous aviez des objectifs que vous vous étiez donnés avant la COVID. Et là, peu importe le scénario dans lequel vous vous retrouvez, vos objectifs ont probablement changé. Si vous êtes sur un beau voilier où les voiles sont levées sur un océan bleu, ben vos objectifs sont sûrement plus grands. Si vous êtes dans l'une des deux autres scénarios, ben probablement que vos objectifs ne sont pas les mêmes. OK? Donc, il y a des changements à apporter à vos objectifs d'affaires. Maintenant, pour ceux qui ont des stratégies ou encore un plan stratégique, c'est le temps de le réviser puis de passer au travers. Et pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'au Québec, on a une problématique importante, au Québec, il y a seulement 16% des PME qui ont un plan stratégique, malheureusement. Malheureusement, c'est une grosse déception. Donc, un plan stratégique, c'est un plan de match. Hein? C'est le plan de match pour faire face au monde des affaires. Moi, je vous recommande fortement d'en avoir un, que vous soyez un OSBL ou une entreprise privée, ça n'a pas d'importance. Un plan de match, c'est super important d'avoir. Parce que si vous voulez être un bon capitaine de navire, une bonne capitaine de navire, si vous voulez être une leader d'influence, ben ça vous prend un plan de match. Sinon, les gens vont avoir de la misère à vous suivre. Les gens doivent savoir vers où vous vous en allez avec votre bateau. Le sixième défi, c'est de naviguer dans le changement. Le changement, là, il fait partie intégrante de la vie d'aujourd'hui. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, peut-être que demain, c'est une autre histoire qu'on va vous raconter. Peut-être que dans une semaine, ça va être autre chose, puis dans un mois, ça va être autre chose. Okay? Mais comme capitaine du navire, il va se produire plein de choses, plein d'événements qui vont faire en sorte que vous allez devoir communiquer constamment avec vos employés, avec vos collaborateurs, puis dire, ben, sais-tu, ce que je t'ai dit hier, ce que je t'ai dit la semaine passée, là, ben, c'est plus vrai. Ça a changé. Parlez-en à M. Legault. Lui, il va être capable de vous en dire là-dessus. OK? Et M. Dubé. Ou encore M. Arruda. Fait que vous allez voir que de naviguer dans le changement, eux autres, ils l'ont connu solide, là. Solide. OK? Donc, l'important ici, c'est de le dire aux gens. Dire, regardez, là, ça se peut que ce que je vous dis aujourd'hui, là, peut-être que je vais devoir le changer la semaine prochaine. Là. OK? Parce que les conditions vont avoir changé. Si les gens le savent d'avance, il n'y aura pas de problème. OK? Mais l'important, c'est d'avoir un plan de match. OK? Il faut que les gens sentent que vous avez un plan de match. Le septième défi, c'est de savoir gérer vos priorités. Et là, vous en allez avoir des priorités court terme, des priorités long terme. Et là, tout dépend de l'industrie dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que oui, la COVID est venue affecter, mais là, moi, je peux vous dire que moi, j'ai des clients, là, ça fait mal. La guerre, là, en Ukraine, elle vient leur faire mal solide, là. OK? Très solide. Toute l'industrie du transport, avec l'augmentation du prix de l'essence. Vous savez que l'Ukraine fournit 25% du blé sur la planète, là. OK? Là, j'ai pas besoin de vous dire que ça va faire un trou majeur dans la production de céréales ou encore tous les produits qui sont à base de céréales, là. Ça va être majeur l'impact de ce côté-là. OK? Donc, savoir gérer vos priorités, vous allez avoir des priorités court terme puis des priorités long terme. Pour plusieurs d'entre vous, là, ça va être de se concentrer sur les priorités à court terme. OK? Ça va être ça, votre priorité à court terme. Mais certains d'entre vous vont avoir une vision plus longue, plus loin, donc 2, 3, 4, 5 ans. OK?
Mais pour le moment, ceux qui étaient dans la situation 1 avec le bateau sur le toit ou encore qui était fermé ou qui était un survivant désigné, mais peut-être que c'est mieux de vous concentrer sur le court terme là, pour le moment, là, puis de réparer les pots cassés, puis de redémarrer comme il faut. C'est peut-être ça votre priorité. Le 8e défi, c'est de vous ajuster constamment. Et ça, s'ajuster constamment, c'est essoufflant. C'est très, très essoufflant. Ça vient chercher beaucoup d'énergie parce que la vie change, les conditions de marché changent, la chaîne d'approvisionnement change, et ça fait en sorte que comme femme d'affaires, comme homme d'affaires, vous devez constamment vous ajuster. Et ça, c'est pas toujours évident. OK? Donc, un gros défi. Et ça va vous toucher vous personnellement comme individu, comme leader. OK? Le 8e défi, ça va être de constamment exercer un leadership d'influence. Ben là, j'ai pas besoin de vous dire que peu importe l'état de votre bateau, plus que jamais, tous vos collaborateurs ont besoin de savoir qu'il y a une capitaine à bord du navire. Plus que jamais. Le problème, il n'est pas là. Le problème est que vous, comme capitaine du navire, vous allez vivre des hauts et des bas et des grandes émotions. Et vous allez devoir les gérer. Parce que de vous présenter devant vos employés, devant vos collaborateurs, va pas falloir que ça transpire. Va falloir que vous transmettiez un message que vous avez le plein contrôle sur le navire. OK? Si les collaborateurs, si les employés perçoivent qu'ils ont le moindre doute sur la capitaine à bord du navire, ben, vous risquez de les perdre en cours de route. Et plus que jamais, vous allez devoir utiliser ces habiletés-là. Je vous le dis tout de suite, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a d'entre vous qui seront pas capables de faire ça. Moi, j'ai des clients qui m'ont demandé d'aller parler à leurs employés parce qu'ils n'étaient pas capables de leur parler, carrément. Donc, il a fallu monter tout un scénario, tout un préambule, là, où moi, j'ai fait la plus grande partie du discours, mais que cette personne-là est arrivée, puis on a préparé ça en conséquence que les gens voyaient qu'il y avait un capitaine à bord du navire. Okay? Mais c'est pas donné à tout le monde. Je vous le dis tout de suite. J'ai un autre cas là, où la personne était vraiment déprimée, carrément à terre, frustrée, puis elle était déçue. Par exemple, l'exemple que je vous parle, c'est une femme qui en était à la 3e génération de l'entreprise. Donc, une entreprise qui avait à peu près 75 ans. Elle était la gestionnaire de la 3e génération et là, elle s'en voulait, puis elle avait beaucoup de difficultés à contrôler ses émotions, puis elle disait qu'elle n'était pas capable, puis c'est une entreprise de ses grands-parents, puis tout ça, puis que là, elle était déçue. Bon. Premièrement, c'est pas de sa faute. Si la COVID est arrivée, ça, c'est la première des raisons, là. C'est pas de sa faute, OK? Mais là, plus que jamais, il fallait qu'elle soit forte, mais elle était incapable. Fait qu'il a fallu que je gère ça avec elle. Et encore une fois, c'est moi qui est allé parler à ses employés et tout ça. Et je l'ai accompagné là-dedans. Là. Donc, plus que jamais, il faut que vous soyez fort. Là. Donc, c'est les 9 grands défis de la relance. Et tout ça fait en sorte que, au niveau de ce que vous avez à faire, là, j'ai regroupé ça sous quatre gros éléments. Faites un diagnostic de votre organisation. Donc, une fois que vous avez déterminé dans quelle situation vous êtes, là, une des 3 premières situations, là maintenant, vous faites un diagnostic de votre organisation, vous révisez votre stratégie d'affaires, vous faites un plan de gestion des risques et ensuite de ça, vous faites votre plan de gestion du changement. Donc, ce sont les 4 grandes étapes là, sur lesquelles vous devez vous concentrer pour votre organisation. Si on commence avec le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un portrait. Je prends une photo de votre organisation, là, puis c'est quoi, où j'en suis. OK? C'est ça le portrait de votre organisation. Est-ce que mes produits et services sont encore bons? C'est ça que les consommateurs veulent. C'est ça que mes clients veulent. Est-ce que mes sources de revenus sont encore les mêmes? L'exemple très flagrant, là, c'est les restaurants. La majorité des restaurants, avant la COVID, n'avaient qu'une seule source de revenus. C'était dans la salle à manger. Aujourd'hui, si vous parlez aux restaurateurs, plusieurs d'entre eux ont maintenant 3 et 4 sources de revenus.
Il y a la salle à manger, mais il y a aussi le take-out, il y a les commandes à emporter, les livraisons, excusez, et il y a aussi plusieurs d'entre eux vendent leurs produits dans des épiceries maintenant. Okay? Donc, ils ont 4 sources de revenus. Avant la COVID, il y en avait juste une. Ça aussi, ça vient changer la donne dans votre modèle d'affaires. Okay? Donc, est-ce que votre organisation fonctionne encore de la même façon qu'avant? Est-ce qu'il y a eu des changements? Les besoins de vos clients, est-ce qu'ils ont changé? L'achalandage, est-ce que l'achalandage est encore là? Est-ce qu'il y a encore autant de monde? Ou, comme beaucoup, l'achalandage a changé de place. Elle n'est plus physique, elle est en ligne. Plusieurs organisations ont profité de la COVID pour numériser leur business, leur organisation. Donc, les ventes ont lieu en ligne maintenant au lieu d'en présentiel. OK? Donc, les gens ne se présentent plus nécessairement à la porte. OK? Les ventes se font en ligne. Et ça a généré, ça a permis à plusieurs organisations de se sauver, là, de s'en tirer à bon compte. Avez-vous des créances importantes? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas passé au travers. Donc, qui ont déclaré faillite et tout ça. Le nombre de faillites est des chiffres astronomiques, là, c'est un nombre incroyable. Mais moi, j'ai 3 ou 4 clients là, qui, je vous donne un exemple, là, j'ai un client qui a 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc, c'est une jeune PME qui a 4 ans d'existence, 1,2 million de chiffre d'affaires, c'est quand même bien, mais elle avait un compte à recevoir avec un client de 90 000 $. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que pour une PME qui a un compte à recevoir de 90 000 $ puis que la compagnie fait faillite, là, ça vient faire mal au cash flow, pas à peu près là. Pas à peu près là. OK? Alors, est-ce que vous avez validé ça? Est-ce que tous vos clients sont encore en vie? Est-ce que ils vous doivent de l'argent? Allez collecter ça vite, ça presse. OK? Vos fournisseurs, c'est la même chose. Est-ce que vos fournisseurs sont encore en vie? Est-ce qu'ils éprouvent des problèmes avec leur chaîne d'approvisionnement? Avez-vous identifié vos 3 ou 4 ou 5 fournisseurs stratégiques qui sont essentiels à votre business? Est-ce qu'ils sont encore en vie? C'est quoi leur état? Dans quel état ils sont, ces fournisseurs-là? Tout simplement parce que ça se peut qu'ils ne soient plus capables de vous fournir. Et là, il se produit un phénomène majeur dans le marché actuellement. Les fournisseurs, à cause des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs actuellement choisissent quels clients ils vont desservir. Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas assez. Alors, c'est très, très fréquent actuellement de dire, bien, les fournisseurs vont choisir leurs meilleurs clients. Ceux qui payent le mieux, ceux qui ont une meilleure relation, puis ceux qui consomment le plus avec eux autres. Donc, vous, comme organisation, est-ce que vous connaissez le positionnement de votre organisation avec ce fournisseur-là? Êtes-vous un bon client pour lui ou vous êtes un petit client ou un gros client? Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vivre de la perturbation. Là. OK? C'est super important de savoir ça actuellement. Vous allez peut-être devoir vous trouver un autre fournisseur. Vos ressources humaines, dans quel état ils sont? Plus que jamais, les employés ont besoin d'aide. Hein, les problèmes de santé mentale, la ressource humaine, le recrutement, ce qui vous manque. Moi, j'ai une entreprise là qui pourrait, je dis bien qui pourrait, fonctionner à 100% de capacité parce qu'ils sont sur un bateau avec le voilier dans les voiles. Mais ils fonctionnent à 35% actuellement parce qu'ils sont incapables d'avoir du personnel. Donc, ils doivent tout revoir leur modèle d'affaires pour attirer du personnel. OK? Et ça, c'est majeur, là. Votre capacité de production, est-ce que votre capacité de production est impactée? Est-ce qu'elle est affectée par ce que vous vivez et tout ça? Ou, comme mon client actuellement, vous n'êtes pas capable, vous êtes réduit à produire à 35%. Je ne sais pas si vous venez au courant des nouvelles, vous êtes sûrement au courant que Toyota, au Japon, sont à 25% de capacité de production actuellement. Ils sont incapables de livrer des Toyota. OK? Donc, ils choisissent les pays où ils envoient des autos. Là. Je ne sais pas si vous avez essayé dernièrement. Moi, je peux vous dire que dernièrement, j'ai essayé d'acquérir un produit Toyota. On me demandait un cash down de 10 000 $ et on me disait, tu vas avoir ton auto
dans 16 mois. Pas demain matin, pas dans un mois, dans 16 mois. On me demande un cash down de 10 000 aujourd'hui pour peut-être avoir mon auto dans 16 mois. Pour ceux qui écoutent Paul Arcand, le matin, Paul Arcand, il n'arrête pas de le dire, il dit que ça fait 18 mois qu'il a commandé son auto, il ne l'a pas encore eu. Ça fait 18 mois qu'il l'a commandé. Et son collègue Alain Crête, lui, ça fait 14 mois qu'il a commandé une auto neuve, il ne l'a pas encore reçue. Fait que je veux juste vous dire là, qu'il y a des problèmes majeurs actuellement et essayez de voir là, avec comment ça affecte votre entreprise. Le deuxième état, évaluer l'état de vos finances. Êtes-vous en bonne santé financière si je vous pose la question? Hein? Est-ce que vous avez assez de liquidité pour passer au travers, pour prendre l'expansion ou pour repartir la machine? C'est quoi votre ratio de liquidité? Le connaissez-vous? 1, en bas de 1, en haut de 1? Êtes-vous capable de faire face à vos obligations financières? Êtes-vous très endetté? C'est quoi votre niveau d'endettement? Le connaissez-vous? Avez-vous encore de la place pour de la dette ou vous êtes là, vous en avez jusque-là, puis c'est impossible d'en prendre plus? Ça va avoir un impact sur la stratégie que vous allez décider. Vos comptes à recevoir, je vous en ai parlé. La structure de vos coûts. Est-ce que vous connaissez par cœur vos coûts fixes? Si je vous dis, là, je vous pose la question, je vous vois sur la rue, je vous rencontre, est-ce que tu connais tes coûts fixes par cœur, mensuels? Est-ce que tu sais combien tu dois générer en revenus pour absorber tes coûts fixes mensuels? Ça, vous devriez savoir ça sur le bout de vos doigts. La même chose, c'est quoi vos coûts variables? C'est quoi vos coûts fixes? C'est quoi vos coûts directs, vos coûts indirects? Est-ce que vous maîtrisez ça sur le bout de vos doigts? Pas besoin d'être un comptable. Juste être à la tête de votre organisation suffit pour dire que vous devez maîtriser ça. Êtes-vous au courant de vos rentrées et de vos sorties de fonds? Combien en rentre par mois, combien en sort? Même principe. Est-ce que vous avez bénéficié de toutes les subventions qui existaient? Il en manque-tu? Est-ce que vous êtes assis avec vos comptables pour savoir si vous avez bénéficié de toutes les subventions nécessaires? Donc ça, c'est votre santé financière. Dans quel état sont vos finances? La troisième chose, c'est maintenant que vous avez pris le portrait, vous savez dans quel état financier vous êtes. Parfait. Là, on s'assoit et on réfléchit. C'est quoi mes principaux enjeux, mes principaux problèmes? Puis c'est quoi mes principaux défis que je vais devoir relever? Là, ici, il y a une petite nuance. Un enjeu, c'est une problématique quelconque que je dois résoudre pour assurer la continuité de mon entreprise. Un défi, c'est quelque chose que je dois faire, mais qui n'est pas une problématique, mais il va falloir que je me lève de bonne heure pour le réaliser. OK? Donc, par exemple, de recruter du personnel, ça peut être compliqué, ça peut être un gros défi de recruter du personnel puis de le garder. OK? Pour certains, c'est pas un problème, mais c'est un défi de garder le personnel. OK? Donc, c'est la nuance entre enjeu et défi. On a identifié nos enjeux, voici nos priorités, nos défis. Maintenant, c'est quoi mes priorités pour les 6 prochains mois, pour les 12 prochains mois, pour les 2 prochaines années? C'est quoi mes priorités? Avec mes nouveaux objectifs. Et tout ça, on met ça dans un beau plan de match, puis on le partage avec nos gens. On le dit aux gens, voici nos principaux défis, voici nos principaux objectifs puis priorités pour la prochaine année, puis c'est vers là qu'on s'en va. Donc, on mélange ça avec votre vision de votre organisation, puis c'est là qu'on s'en va. Et là, on revoit notre stratégie, donc on revoit notre plan de match. Donc ça conclut la première étape. La deuxième étape, c'est là que vous revoyez votre stratégie d'affaires, vous établissez votre plan de match. Je vous ai dit un peu plus tôt que malheureusement, au Québec, on a un problème. Il y a juste 16% des PME qui ont un plan de match, qui ont un plan stratégique. Contrairement aux anglophones, où moi j'ai la chance de travailler aux États-Unis, au Canada anglais et en Europe, il y a vraiment une différence là. Chez les anglophones, là, c'est tout près de 62 tiers des anglophones qui, lorsqu'ils vont en affaires, il y a un plan de match, il y a un plan stratégique. Okay? Donc, il y a vraiment un écart majeur entre la mentalité francophone et la mentalité anglophone. Là. Donc, c'est très ancré dans leur mentalité d'avoir un plan de match, les anglophones. Avez-vous une mission? C'est quoi la mission, la vision de votre organisation? En fait, c'est la raison d'être. OK? C'est quoi la proposition de valeur de votre organisation? Qu'est-ce que vous offrez à vos clients? La proposition de valeur.
Si je vous dis le Rosacor, c'est quoi la proposition de valeur de le Rosacor? Vous pouvez me répondre dans le chat en passant. C'est quoi la proposition de valeur de le Rosacor? Parce que le Rosacor vend du chocolat. Le Rosacor vend du chocolat. Si vous allez chez Chocolat Favori, est-ce que Chocolat Favori vend du chocolat? Chocolat Favori ne vend pas de chocolat. C'est super important que vous sachiez ça. La proposition de valeur de Chocolat Favori, c'est de réunir, c'est de faire vivre une expérience de plaisir chocolaté qui réunit parents et amis. Faire vivre une expérience de plaisir chocolaté qui réunit parents et amis. Donc, ça change toute la dynamique de l'organisation. Tous les processus, toutes les mesures en place, toutes les stratégies sont sur l'expérience de plaisir chocolaté. Et il faut que ça réunisse les parents et amis. OK? Donc, contrairement à l'Eurosoccer, qui, eux, vendent du chocolat en boîte sur une tablette et tout ça. OK? Très, très différent comme dynamique. Votre responsabilité sociétale d'organisation. Donc, maintenant, aujourd'hui, on s'attend, pardon, je m'excuse, on s'attend à ce que les organisations soient des bons citoyens corporatifs. Pardon, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, c'est quoi votre responsabilité sociétale? Est-ce que vous l'avez inclus dans votre plan stratégique? OK? C'est quoi vos critères d'évaluation ESG, environnementale, sociétale et de gouvernance? OK? Aujourd'hui, on retrouve ça dans un plan stratégique. Ce qui n'était pas le cas en passant, il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ans. C'est relativement nouveau, ça. Maintenant, dans un plan de match, dans un plan stratégique, on intègre cette norme-là. OK? Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce que les entreprises soient des bons citoyens corporatifs maintenant. C'est quoi vos forces, vos faiblesses, les opportunités, vos menaces? OK? Communément appelé le SWOT, l'analyse SWOT. Avez-vous fait cet exercice-là? OK? Révision de votre marché, l'analyse de la concurrence avec différents outils, les facteurs clés de succès pour réussir dans votre organisation, pour réussir dans votre industrie. Est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce qu'il y a eu des impacts sur votre expérience client, sur la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement? Avez-vous identifié les endroits où ça a eu des impacts, la COVID? Les endroits où la guerre va venir impacter votre business? Le modèle d'affaires, est-ce que vous avez bien identifié votre modèle d'affaires comme il faut? Il y a des outils qui existent pour ça, OK? Pour faire un bon modèle d'affaires. Donc, bref, c'est de revoir votre plan stratégique là, et si vous n'en avez pas, d'en faire un. Une fois que vous avez fait ça, vous établissez votre plan d'action. OK? Dans votre plan d'action, c'est un modèle dans lequel on identifie toutes les étapes qu'on va faire dans notre plan de match et on responsabilise les gens avec des échéances, des budgets et tout ça. OK? Et des indicateurs. Donc, quels sont les enjeux? Dans un plan d'action, on traite les enjeux, on traite les défis, on traite les menaces, les risques, les principales faiblesses, on choisit des opportunités de croissance, OK? Et aussi, c'est quoi vos nouveaux besoins et priorités, les nouveaux objectifs et l'expérience client. Bref, tout ça, c'est traité dans un plan d'action. Maintenant qu'on a fait le plan stratégique, on s'en va à la troisième composante qui est la gestion des risques. La gestion des risques, pour ceux d'entre vous qui ont travaillé pour des grandes entreprises, des entreprises transgées à la bourse, ou encore des organisations gouvernementales, les conseils d'administration vont exiger un plan de gestion des risques de la part des dirigeants. Donc, c'est obligatoire d'avoir un plan de gestion des risques. Malheureusement, dans la PME, c'est pas du tout en pratique. C'est très rare qu'une PME va avoir un plan de gestion des risques. Malheureusement. Encore une fois, tout comme le plan stratégique, une PME devrait avoir un plan de gestion des risques. La COVID est venue mettre ça en évidence. La guerre vient mettre ça en évidence. OK? Moi, je vous le dis, il faut absolument que vous identifiez vos principaux risques. On ne peut pas identifier tous les risques, c'est impossible. Mais vous devez avoir un plan de gestion des risques en place.
J'ai un client, moi, sur la rive sud de Montréal. OK? Une usine, 87 employés. Il m'a appelé. Je ne le connaissais pas en passant. Je lui ai été référé par quelqu'un qui me connaît. Le monsieur m'appelle et dit, Monsieur Morisseau, j'ai 87 employés. J'ai 56 employés sur les 87 qui ont attrapé la COVID. La santé publique est arrivée, ils ont dit, il faut que tu fermes l'usine. Je fais quoi, Monsieur Morisseau? J'ai besoin d'aide. OK? Avez-vous un plan de match pour faire face à ça, si jamais ça vous arrive chez vous? Qu'une majorité d'employés attrape la COVID en même temps, puis que tout le monde reste chez eux? Est-ce que votre entreprise continue? Est-ce qu'elle survit? OK? Donc, pour cette entreprise-là, entre autres, il a fallu, bon, tous ceux qui avaient la COVID, évidemment, sont restés chez eux. Les autres, il a fallu les mettre en quarantaine. Bref, il a fallu fermer l'usine pendant 1 mois. Mais le client ne pouvait pas se permettre de fermer l'usine pendant 1 mois. Il y avait des clients à servir. Alors moi, je suis allé m'asseoir avec son plus gros compétiteur et je suis allé négocier une entente de production avec son plus gros compétiteur. Imaginez. C'est sûr que ça y a coûté plus cher, mais on a été capable de servir les clients pendant ce mois-là. OK? Donc, avez-vous un plan de match s'il y a un événement majeur qui se produit là, chez vous et puis qu'il arrive de quoi? Les gens de la région du lac Mégantic, là, quand l'incident est arrivé, là, il y a des entreprises qui ont été affectées par ça. Là. C'est quoi le plan de match? Est-ce que l'entreprise ferme? On fait faillite? On déclare faillite? Ou on a un plan B puis on se réorganise et tout ça? Donc, la gestion des risques, ça consiste à quoi? Ça consiste à définir, évaluer et hiérarchiser les risques relatifs aux activités d'une organisation. C'est la mise en place de stratégies pour atténuer ces risques-là, qui peuvent être soit quotidiens ou exceptionnels, mais qui viennent affecter l'organisation. Le but, c'est de réduire la vulnérabilité de l'entreprise ou de l'organisation, puis d'assurer la continuité des affaires. C'est ça, un plan de gestion des risques. Est-ce que vous êtes capable est-ce que vous avez quelqu'un qui a mis ça en place? Est-ce que c'est la responsabilité de quelqu'un? Dans les PME, malheureusement, comme je vous ai dit, ça n'existait pas. Mais là, aujourd'hui, vous devez obligatoirement avoir ça. OK? Et pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui ont un comité aviseur ou encore, il y a des PME qui ont des conseils d'administration, vos administrateurs vont vous l'exiger. Okay? Donc, vous allez devoir le faire. Maintenant, c'est qui fait ça? C'est-tu vous? C'est-tu le CPA qui est en place, le comptable? C'est-tu la personne qui gère la production? C'est-tu une autre personne? L'important, c'est qu'il y a quelqu'un, cette responsabilité-là fasse maintenant partie de la description de tâches de quelqu'un. Un plan de gestion des risques. OK? Comme entrepreneur, c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas passer à côté de tout ça. Vous devez obligatoirement assurer la continuité de votre entreprise. Ça fait partie de vos responsabilités comme entrepreneur. Pour les besoins de la cause, je vous ai préparé cette slide-là qui identifie les principaux risques, d'accord, reliés à la COVID. C'est pas exclusif, là. Selon votre organisation, selon votre industrie, il peut en avoir d'autres, là. Puis probablement qu'il y en a d'autres, OK? Mais là, pour les besoins de la cause, j'ai mis ceux-là qui sont les principaux. Le premier, c'est l'achalandage. Est-ce que l'achalandage a changé? Je vous l'ai expliqué. Le deuxième, les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, perte d'employés clés, d'expertise. J'ai un autre client, là, une PME, 24 ou 25 employés, quelque chose autour de ce chiffre-là, 24 ou 25 employés, une belle petite PME. Mais pour les besoins de la cause, appelons-le Pierre. Il y avait un employé là, qui s'appelait Pierre, puis il était le point central dans l'organisation. Vous savez, le genre d'employé, là, quand on a un problème, là, Pierre, ça marche pas, j'ai un problème. Pierre, peux-tu m'aider à ci? Pierre, peux-tu m'aider à ça? Dans toutes les petites PME, là, il y en a un Pierre, ou il y a une Pierre là, qui est la personne ressource clé. Ben, Pierre, il a décidé de réorienter sa carrière puis s'en aller. Ben, toute l'expertise, le savoir de l'organisation est parti avec Pierre. Et là, c'est le bordel total dans cette organisation-là actuellement. Tout le monde est perdu.
et là, tout le monde quitte le navire. OK? Ben vous, là, avez-vous identifié s'il y en a un Pierre dans votre organisation ou s'il y a une Pierre dans votre organisation? Si cette personne-là s'en va, quitte le navire, c'est quoi l'impact sur votre organisation? Fait que ça vous prend un plan de match, là, pour vous protéger contre ça. Si vous perdez plusieurs employés, plusieurs membres de votre organisation quittent le navire en même temps, est-ce qu'il y a une perte d'expertise qui va venir faire mal à l'organisation? J'ai un autre client, moi, qui a perdu une douzaine, une PME assez grande, là, mais qui a perdu une douzaine de personnes qui ont décidé de prendre leur retraite. Ils étaient proches de leur retraite, mais ils sont partis, ces 12-là. Là. Mais à l'intérieur d'un département qui compte à peu près 35 personnes. Mais c'est le tiers du département qui a quitté du jour au lendemain. L'entreprise au sens large est affectée, mais pas tant que ça. Mais ce département-là n'est pas fonctionnel actuellement. Du tout. Donc, la perte d'expertise, là, ça peut faire mal à une organisation. Vos fournisseurs, j'en ai parlé, toutes les bris dans la chaîne d'approvisionnement qui existent, ou encore des fournisseurs qui sont plus là. La contamination, la quarantaine, je vous en ai parlé. Je vous ai donné des exemples. Vos produits et services, votre expérience client, est-ce que vous êtes capable de livrer encore le même produit et service, la même expérience client? Au niveau de l'administration, les fonctions de support, le télétravail vient chambarder beaucoup de choses. Le télétravail, pour beaucoup d'organisations, c'est principalement les fonctions administratives qui sont en télétravail. OK? Pas pour tous, mais pour plusieurs. Donc, est-ce que la disponibilité des gens, les rencontres, les meetings, les réunions et tout ça, là, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les gens sont encore disponibles? Parce que j'ai pas besoin de vous dire que là, les employés ont pris des tendances là, qui sont pas nécessairement toujours à la faveur de l'employeur. Là. OK? Beaucoup de tendances qui ont été prises par les employés. Est-ce que vous avez imposé des règles? Est-ce que vous avez mis des règles en place? Exemple, tout le monde doit être disponible entre telle heure et telle heure. Les réunions ont lieu toujours à ces heures-là, etc. OK? Vos opérations, la qualité, est-ce que la COVID, est-ce que la guerre vient affecter vos règles de santé et sécurité au travail? Est-ce qu'il y a une perturbation? Comment ça vient affecter votre organisation? Avez-vous un plan B pour ça? La logistique, les retards dans le transport. Écoutez, il y a une crise de conteneurs sur la planète actuellement. Hein? Et il y a un manque dans le nombre de conteneurs disponibles et tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des retards très importants dans les livraisons. Avez-vous des plans B pour desservir vos clients? Pour certains, le plan B, puis là, il y en a plusieurs qui remettent ça en question, c'est d'avoir un entrepôt avec 3 mois de stock, 4 mois de stock à l'avance. Mais ça, il y a un coût à ça, là. Il y a un coût énorme. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Est-ce que votre organisation est rendue là? On ne sait pas, mais il faut que vous y pensiez. Les TI, la sécurité, le télétravail, s'il y a un endroit où il y a des problèmes majeurs actuellement, c'est bien là. Dans les grandes entreprises, c'est quand même sous contrôle. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises fournissent des ordinateurs à leurs employés qui travaillent de chez eux. Les PME n'ont pas les moyens financiers de faire ça. Donc, ce que les PME font, c'est qu'ils disent à leurs employés, utilise ton ordinateur à la maison, puis branche-toi sur le réseau et tout ça. Le hic et le problème, c'est que ce même ordinateur-là est utilisé par les enfants, par le conjoint ou la conjointe, par tout le monde. Fait que toute la notion de sécurité, de confidentialité, on oublie ça, ça marche pas. Okay? Tout le monde a accès à l'ordi et ça crée des problèmes majeurs au niveau de la confidentialité actuellement. Comment vous dealez avec ça dans votre organisation? Avez-vous imposé des règles? Pas facile à dealer ça. Est-ce que votre réseau est sécurisé? L'accès à votre réseau, comment vous fonctionnez? Tout ça, il faut que vous y pensiez. Je vous le dis, problème majeur actuellement. Est-ce que vous avez vu l'article dans le journal Les Affaires qui a été publié il y a quelques semaines? 25% des
PME ont été victimes d'hameçonnage et de demandes de rançon. Sur le 25%, il y en a tout près de 20% qui ont payé la rançon. Avez-vous déjà été victime d'une rançon, puis que tous vos systèmes sont bloqués, puis vous ne pouvez plus fonctionner? C'est quoi que vous faites? Avez-vous un plan B? Avez-vous un plan de match pour ça? Peu importe la grosseur de votre organisation, que vous soyez tout petit, ou un peu plus grand ou grand, ça vous prend un plan B pour ça. Okay? Vos risques financiers, les risques d'endettement, des liquidités, les problèmes et tout ça, je vous en ai parlé. Bref, je vous ai présenté ça, c'est les principaux risques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les met dans une matrice des risques en fonction de leur niveau de probabilité et leur niveau de gravité pour une organisation. Okay? Et à partir de là, ben, on identifie ceux qui sont très probables et très graves. On leur donne une priorité 1 et eux, c'est obligatoire d'avoir un plan d'atténuation, un plan B. Pour ceux qui sont priorité 2, ben, eux, il est souhaitable d'avoir un plan B. On le suggère fortement. Alors que ceux qui sont dans la priorité 3, on va faire un plan d'atténuation pour ceux qui sont ici, donc qui sont très probables d'arriver. OK? Fait que utiliser ça, c'est super important quand on fait la gestion des risques. Et ça nous amène à la dernière section qui est la gestion du changement. Pourquoi? Ben parce que votre entreprise, votre organisation, elle va être en changement. Et vous, comme capitaine de navire, ben vous allez devoir plus que jamais gérer le changement et exercer un leadership d'influence. Plus que jamais. Et là, je vous le dis, c'est pas tout le monde qui a ces habiletés-là. Mais parce que vous êtes une chef d'organisation, vous êtes un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, vous n'aurez pas le choix que de l'être. Donc, vous allez devoir développer ces habiletés-là, si vous ne les avez pas. Vous allez plus que jamais devoir sécuriser vos gens, vos collaborateurs, vos employés, vos fournisseurs, vos banquiers, tous les autres partenaires, les membres de votre comité aviseur, votre conseil d'administration, vos conseillers. Vous allez devoir les sécuriser, c'est votre premier rôle. Sécuriser sur l'avenir de l'entreprise. Le deuxième, réévaluer constamment votre organisation, être attentif aux changements, à la clientèle, à ses besoins, et réévaluer votre situation financière. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Troisièmement, modéliser des scénarios financiers. Plus que jamais, vous allez devoir travailler de très près avec votre comptable pour faire avec elle ou avec lui des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux scénarios financiers. Il arrive quoi si? Il arrive quoi si? Il arrive quoi si? OK? 2, 3 scénarios financiers. Les comptables, actuellement, là, ils passent beaucoup de leur journée à faire ça, là. Faites pas ça à tous les jours, mais sûrement, selon vos industries, une fois par mois. Pour certains, c'est une fois par semaine, mais une fois par mois ou une fois par trimestre, il faut revoir nos scénarios financiers. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde qui est en changement majeur. Okay? C'est bien beau faire tout ça, là, mais il faut que vous teniez vos gens informés. Est-ce qu'on tient les gens informés de tout? Non. Mais il faut tenir informés sur les grandes lignes. Okay? Donc, toutes les parties prenantes, vous devez les tenir au courant de vos faits et gestes, de ce que vous faites. Et n'oubliez pas de sécuriser votre banquier ou votre banquière. C'est super important. Un banquier, pour prêter à une entreprise, il faut que le banquier ou la banquière se sente sécurisé. C'est la règle de base. Si la banquière elle sent que vous n'êtes pas bien sécure, là, vous n'êtes pas un bon capitaine de navire, elle ne vous prêtera pas d'argent. OK? Même si vos chiffres sont beaux. Ça va bien au-delà des chiffres. Gérer la résistance, 5e élément. Parlez-en à M. Legault. Gérer la résistance, il va vous dire comment ça se passe. Donc, dans tout navire, il y a de la résistance. OK? Donc, êtes-vous capable de gérer ceux qui résistent à la tempête, ceux qui résistent à votre navire et tout ça? OK? Donc, êtes-vous capable de les convaincre? Êtes-vous capable de leur faire comprendre qu'il faut changer, qu'on ne peut plus faire les choses comme avant? Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde anormal maintenant. OK? Et revoir vos objectifs, ben c'est le 6e élément. Si vous voulez être un bon leader d'influence, bref, au bout de la ligne, vous devez avoir ces 6 éléments-là, là, c'est super important. Et avec ça, on y va avec des indicateurs de performance.
Bref, en conclusion, s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de cette présentation-là, puisque vous êtes des leaders d'entreprise, que vous êtes des capitaines de navire, ben, la première astuce que je vous dirais, c'est faites un diagnostic de votre organisation, prenez une photo, un portrait, réévaluez votre situation financière. S'il vous plaît, faites-vous un plan de match, ayez un plan stratégique. Gérez pas votre business au pif, là, puis au gré du vent, là. Ayez un plan de match. Et ça va sécuriser beaucoup de monde. Établir votre programme de gestion des risques, un must, une obligation, ça fait partie des responsabilités d'entrepreneur. Et gérer le changement afin d'exercer un leadership d'influence. Ce sont les 5 éléments là, que je vous dirais que je veux que vous reteniez de la présentation d'aujourd'hui. Beaucoup de CPA ont été formés pour ça. Si vous voulez en trouver un, ben n'hésitez pas, il y a sur le site web, vous pouvez le consulter. Il y a beaucoup de CPA là, si vous n'en avez pas déjà un, mais la majorité d'entre eux ont été formés pour ça. Je vous laisse sur cette citation de notre ami Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Merci beaucoup. C'était ma présentation d'aujourd'hui, le retour à la normale. Alors là, on arrive à la période qui, pour moi, est la plus intéressante et la plus stimulante. Les questions. Là, je m'attends à avoir beaucoup de questions. Il faut que vous me posiez des questions. Je tripe dans cette période-là, moi. C'est ma période la plus intéressante, là. Allez-y avec vos questions. Richard, on a un groupe timide. On n'a pas de questions, aucune question dans le clavardage pour le moment. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en auraient une? Soyez pas gênés. Peut-être la poser directement aussi via la caméra. C'est vraiment clair aussi, Richard, la présentation. Moi, j'en aurais peut-être une question. C'est beau, merci. Dans l'accompagnement qu'on fait, nous, chez Evol, on parle beaucoup de planification stratégique, mais comment je le dirais, les entrepreneurs, selon toi, Richard, doivent être accompagnés par un spécialiste pour le faire. Est-ce que tu juges que c'est important de faire affaire avec quelqu'un, soit un comptable, ou quel professionnel peut accompagner ou conseiller ou mettre leur expertise pour ce genre de besoins-là? Bon, il y a 2 volets à ta réponse. La première, c'est que moi, je suggère fortement d'être accompagné là-dedans. La raison est très simple, c'est que les experts vont être le gardien de la méthodologie et ils vont arriver avec comment je pourrais dire, une vision neutre de votre organisation. OK? Et ils vont pouvoir vous guider là-dedans. Correct? Donc, c'est super important d'avoir une vision objective de votre organisation dans un processus de planification stratégique. Parce que vous êtes dans la forêt. Vous êtes pris là-dedans au quotidien. Alors, quelqu'un qui est de l'externe, qui arrive, ben, ça lui permet d'avoir une vision différente ou d'apporter des éléments différents qui viennent d'ailleurs. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième question, c'est qui devrait être responsable de ça? Ben, ça dépend de votre organisation, ça dépend comment vous êtes structuré, OK? Il y a plusieurs modèles qui existent, OK? Il n'y en a pas juste un. Ça peut être un consultant spécialisé là-dedans qui arrive, qui vous aide, OK? Ça peut être souvent, c'est là où la comptable de l'organisation. Souvent, c'est ça, mais ça dépend de sa charge de travail, ça dépend comment vous êtes structuré. Très souvent, les comptables ont dit, ben là, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. T'sais. Et n'oubliez pas qu'un processus de planification stratégique, c'est ponctuel. C'est un processus qui habituellement se fait, et là, je vais m'adresser à la PME, OK? Donc, petite entreprise ou OSBL. C'est un processus qui se fait 4 mois avant la fin de votre année financière. Pourquoi? C'est très simple. C'est que c'est un processus qui dure de 6 à 8 semaines. C'est pas on part pour 2 jours en retraite fermée, là. C'est pas ça de la planification stratégique. OK? C'est pas ça du tout, du tout. Moi, je reçois des appels, là. Richard, on va faire une planification stratégique. Tel jour puis tel jour, là, on part en retraite fermée, l'équipe de direction. OK? Ben non, c'est pas ça un processus de planification stratégique. OK? C'est un processus qui dure sur 6 à 8 semaines.
Donc, si vous commencez 4 mois avant, 4 mois, 3 mois, la conclusion d'un processus de planification stratégique, c'est le budget que vous allez faire pour la prochaine année financière. Ben, il faut donner aux gens de finance et à la direction 3-4 semaines là, pour faire le budget. Ça fait en sorte qu'on arrive, ben, on est comme 3-4 semaines juste avant le début de la nouvelle année financière. Fait que ça permet de partager le budget avec tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'on suggère de faire ça 4 mois avant la fin de l'année financière. Et idéalement, avec un consultant, moi personnellement, j'ai développé un produit qui s'appelle GPS d'entreprise, gardien du positionnement stratégique, tout simplement parce que c'est une fonction ponctuelle. C'est pas une job à temps plein, ça, dans PME. OK? Donc, moi, j'accompagne des dirigeants d'entreprise dans ce processus-là. Et après ça, je deviens le gardien de ça. OK? Je suis l'évolution du plan stratégique avec des indicateurs. J'assiste une fois par mois ou une fois par trimestre à la réunion du comité de direction, puis j'assure le suivi là-dedans. Fait que tu vois, c'est une autre façon de faire ça. OK? Donc, il y a pas juste une manière, là. Il y a 3-4 façons de faire ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marie? Parfaitement. Il y a Messi dans le chat qui demande comment un CPA peut m'aider pour développer un plan stratégique. Par exemple, elle veut exporter aux États-Unis et en Europe. Tu as répondu partiellement à la réponse, mais est-ce que tu pourrais préciser? Ben, là, je vais répondre encore une fois. Il y a deux choses là-dedans. Est-ce que le CPA peut t'aider dans le plan stratégique? La réponse, c'est oui, mais ça dépend du background de ton CPA. OK? Parce que selon son expertise et selon son exposition à la planification stratégique dans sa carrière passée, certains CPA n'ont pas eu cette exposition-là. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. OK? Donc, oui, il peut t'aider. Ça, c'est une chose. Il peut t'aider à faire le plan stratégique. Maintenant, si tu veux développer des marchés, là, c'est pas la même chose. Ce développement de marché, ça s'inclut comme une activité dans le plan stratégique macro. OK? Donc, ça, c'est les gens de marketing et les gens de vente qui vont t'aider là-dessus. OK? Il y a un problème qui, moi, m'irrite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des spécialistes sur le marché qui se disent experts en planification stratégique, mais qui sont dans les ressources humaines, qui sont dans le marketing, qui sont dans les ventes, qui sont dans la production et tout ça. Un plan stratégique, c'est pour une organisation. C'est macro. C'est en haut de la pyramide. OK? Maintenant, quand tu fais ça, c'est sûr que ça a des ramifications en dessous. Ressources humaines, production, marketing, vente. L'exemple que tu apportes, Marie, c'est dans le plan stratégique, on veut développer le marché américain. Parfait. Ça va me prendre un plan de développement du marché américain. C'est pas un plan stratégique, ça. C'est un plan de développement du marché américain. Mais il y a des gens qui se disent ah, ça prend un plan stratégique de développer le marché américain. Non, 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 c'est pas ça, pas tout, là. La même chose, moi, de faire un plan stratégique de gestion des ressources humaines. Non, non, c'est pas ça. Tu vas me faire un plan de recrutement, d'attraction, puis de maintien des ressources humaines. C'est pas des plans stratégiques, ça. Fait que faites attention aux gens qui utilisent et qui galvaudent cette terminologie-là. Moi, personnellement, ça mérite beaucoup, là. Si je comprends bien, Richard, dans le fond, c'est que le plan stratégique, c'est les grandes orientations de l'organisation. Oui. De ça va découler des objectifs quantitatifs et qualitatifs des grandes orientations. Exactement, c'est en plein ça. Dans le cas de Messi, ça serait peut-être un business model Canva qu'il faudrait qu'elle fasse pour développer pour développer son marché ou explorer la... Je vois que vous êtes au courant, Madame Marie. Vous êtes très au courant des outils utilisés. C'est merveilleux, ça. C'est mon travail d'accompagnante. Le Business Model Canva est un des outils utilisés. C'est pas le seul, mais c'est un des outils. Ce que le Business Model Canva vous permet de réaliser, c'est de mettre en place votre stratégie avec vos partenaires clés, vos canaux de distribution, vos employés clés, les ressources que vous avez de besoin, vos activités clés et tout ça. C'est ça que le Business Model Canva vous permet. Mais avant d'arriver au Business Model Canva, il faut avoir fait toute la réflexion en amont, là.
OK? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre raison d'être, vos valeurs corporatives? Vers où vous voulez vous en aller? Votre analyse de marché, tout ça. Vous ne pouvez pas vous en aller direct dans le business model Canva, là. Il faut avoir fait la réflexion avant, là, en amont, là. Tout à fait. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Le temps de Marie, tous. Marie, Oui, excuse-moi, j'interviens. Il y avait une autre question. oui. Sonia Gendron, Goulet, pardon, qui disait à quel moment on va commencer à considérer l'anormal comme une nouvelle normalité? Ben, tant qu'on va vivre dans un monde en changement, on va vivre dans un monde anormal. OK? Est-ce que ça va revenir un jour à la normale? Je pense que c'est pas pour demain. Je pense pas que c'est pour demain. Puis il y a plusieurs raisons à ça, là. OK? La guerre, la COVID, les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Vous savez que les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement n'ont rien à voir. Ben là, je vais parler avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, là. Les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement n'avaient rien à voir avec la COVID, là. Absolument rien à voir avec la COVID. OK? Donc, la COVID est arrivée. Là, c'est la guerre. C'est quoi la prochaine affaire qui va nous frapper, là? On ne sait pas. Mais bref, on va vivre dans un monde anormal pour un bon bout de temps, je pense, là. C'est pour ça qu'on va vivre dans un monde en perpétuel changement, puis que vous allez devoir réviser vos positions constamment. Merci beaucoup, Richard. On est déjà rendu à 10 heures. Donc, je pense qu'on va pouvoir clore notre belle activité de ce matin. Un énorme merci pour cette pertinente et intéressante formation ce matin. Je crois que les gens seront d'accord avec moi. Merci beaucoup, Richard. C'était vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. J'en profite une fois de plus pour remercier notre partenaire, l'Ordre des CPA, pour la présentation du webinaire de ce matin. Et je vous mentionne que la présentation de Richard va vous être envoyée par courriel en même temps qu'un sondage. Donc, si c'était possible pour vous de le compléter, ça serait bien apprécié pour toujours qu'on puisse améliorer l'offre de formation et de webinaire qu'on vous offre, dans le fond. Donc, pour terminer, je vous invite à aller consulter le site internet evol.ca et la page Facebook pour vous informer de la programmation des prochaines formations qui auront lieu de la part de Evol. Donc, merci de votre présence. Merci, Richard. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir avec Evol. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.